Bonsoir à tous, je m'appelle Alexandre Gindre et comme vous pouvez le voir sur ces magnifiques slides bien brandés, je travaille pour Autotechnologie. Donc ce soir j'ai décidé de vous présenter le b.a.-ba du web scrapping, c'est-à-dire ce que moi je vois d'intéressant sur le scrapping avec des retours d'expérience. Et puis je vais vous donner des petites technos que je trouve très sympas pour commencer ou pour aller plus loin dans le web scrapping. Je vais commencer par un disclaimer. Tout ce que je vous présente vient de projets à côté, side project, ou d'expériences passées, pas dans le cadre de l'auto. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par une petite définition. Là, c'est directement pris de Wikipédia. Elle est très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le web scrapping est une technique d'extraction du contenu de sites web, le web en gros, via un script ou un programme, dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte. Ce qui est très intéressant ici, c'est le site web. On parle bien d'extraction sur un site web. Et le programme, pourquoi? Parce que c'est automatique. Faire un copier-coller d'un site web en passant avec votre souris, ce n'est pas du web scrapping. Voilà. Je voulais juste qu'on soit tous d'accord. Ensuite, une petite différenciation entre le web scrapping et le web crawling, qui sont souvent mis côte à côte. Le web crawling est considéré, là par contre, c'est une définition que j'ai trouvée sur Stack Overflow, mais j'ai trouvé très bien aussi. C'est finalement faire une copie conforme du site, c'est-à-dire parcourir tout le site sans s'intéresser à un contenu en particulier. C'est juste le lien tel quel. Alors que le web scrapping, ça va être extraire des informations spécifiques, comme un tableau ou une image, dans un site web. Quand on a dit ça, qu'est-ce que concrètement on fait? Donc voilà une petite architecture que j'ai fait émerger à force d'utiliser du web scrapping sur différents projets. Donc déjà, le site cible. Donc on peut dire cdiscount.com par exemple. Donc sur ce site-là, je vais m'intéresser à l'extraction des fiches produits. Donc je vais extraire les images, un peu le texte, le prix souvent, ce qui est plus intéressant. Ensuite, à travers le web, je vais avoir un proxy éventuellement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je pense que vous vous en doutez. Le scrapper, qui est finalement le gros sujet de ce soir, sur la technologie qui va récupérer la page web, qui va récupérer l'information, la transformer, et me permettre de la stocker pour pouvoir être utilisée dans ce que j'ai appelé le retraitement des données. Ça va être finalement, comme disait Wikipédia, changer le contexte d'utilisation, c'est-à-dire rajouter de la valeur. Moi, ce que je perçois comme une valeur, par exemple, prendre deux sites, comparer les deux prix. Je vais le faire sur cette partie-là. Donc, vous gardez bien ce chemin en tête, ça peut vous servir. Je fais un petit tour par le web, comme ça, je ne suis pas tout seul à parler du web aujourd'hui. Une question qu'on me pose souvent, ou que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire? Comme le droit français, c'est pas forcément super clair, la réponse est c'est encore assez flou. Ce que je peux vous dire, c'est que, grosso modo, l'idée, c'est qu'on est dans le droit d'auteur et le droit sur la base de données, ce qui signifie que tout ce qui se trouve sur le site appartient, normalement, la propriété intellectuelle appartient à la personne qui a fait le site. La chose, c'est qu'il y a des jurisprudences qui ne vont pas forcément aller dans ce sens-là, comme par exemple Ryanair contre Opodo. Qu'est-ce qui s'est passé? Opodo, n'ayant pas d'API sur Ryanair, ils avaient scrappé les informations des vols. Ryanair les a poursuivis, et pourtant la justice française avait des raisons à Opodo en disant à Ryanair, ça ne vous a pas causé de tort, vous n'arrivez pas à démontrer que finalement Opodo vous a causé un tort, donc en fait, on considère que non, vous n'allez pas dans votre droit. Alors, la charte d'utilisation. Société.com, qui est un site que je vois souvent scrappé, on en parle souvent. Mais spécifiquement dans ce mention légal, je vous interdis de scraper. Donc du coup, si vous scrapez, c'est un peu vos risques et périls, parce que là, pour le coup, il s'essaye un peu de se couper. Ensuite, un dernier point, ça c'est très important, ne mettez pas en danger la plateforme que vous scrapez. Pourquoi? Parce que moi, il m'est arrivé un cas, j'utilisais une API, j'ai un peu bombardé comme un porc le serveur, et le mec m'a appelé, et ils m'ont dit t'es mignon, mais bon, si tu pouvais te calmer, ce serait cool. Donc, pour le coup, ils me connaissaient, donc j'ai pu dire excusez-moi le mec, je me calme. Mais si vous mettez en péril la plateforme, finalement, c'est relève du pénal. Donc voilà, si jamais ils trouvent qu'il y a un tort, vous poursuivez. Quelques exemples de business qui tournent grâce à du scrapping. C'est pour vous montrer en fait que c'est quand même un business qui tourne bien. PriceWiki, qui est un wiki, là pour le coup c'est pas un vrai business, mais je trouvais que l'idée était top. C'est de scraper des sites dans le monde entier sur des sujets spécifiques, comme par exemple la bière, pour avoir le prix de référence dans tous les pays, pour finalement avoir une estimation du coût de la vie. Donc, ils vont scraper différents sites et puis ils vont demander aux gens de mettre eux-mêmes le prix. Ça vous permet d'avoir une bonne visibilité, c'est vraiment cool. Au boulot, j'en parlais.
Informations sur les contacts. Je ne sais pas si vous connaissez Rapportive. Vous allez extraire les informations LinkedIn pour finalement les mettre par rapport à un email. Donc, vous dire un tel, voilà son post, voilà une photo de lui, etc. Donc, au début, ils scrapaient. Maintenant, ils ont été rachetés par LinkedIn. Donc, du coup, ils ont plus besoin de scraper. Ils ont toute la base de données. GetHuman, je trouvais l'idée top aussi. Ils vont scraper les sites. Ils extraient les mots de téléphone, les emails. Comme ça, quand vous avez besoin d'aller voir un contact, au lieu de parcourir toutes les pages et chercher le contact, qui est parfois un peu caché, là, ils vous le donnent direct. Vous savez à qui envoyer un mail, qui appeler directement. L'analyse sociale, donc Parsley qui récupère des articles et va finalement mesurer les humeurs des gens par rapport aux commentaires sur un article. Balloon qui va chercher finalement en référant des tweets et autres, est-ce que votre article a une véritable portée sociale et autres. Sciences Po pour des problématiques sur des études sociales aussi. Un autre exemple, c'est dans la base de recherche, où là plutôt on va parler d'agrégateur, récupérer du contenu, faire un moteur de recherche qui est sur un sujet défini. Datagouv.uk qui en fait récupère des données du gouvernement anglais quand il n'y a pas d'API. Donc ça c'est quelque chose que le gouvernement a mis en place pour finalement accélérer l'open data. On passe du business à la techno, ce qui nous intéresse tous ici. J'ai essayé de vous faire un petit découpage en 3 parties. La première, c'est plus haut niveau, ce sont des technos de scrapping, ou plutôt en fait des outils de scrapping qui peuvent se faire par interface graphique, dont les deux préférés sont import.io et Kimono. Grosso modo, pour la plupart d'entre eux, l'idée est la même, c'est que vous avez une interface graphique, vous allez sur le site, et avec la souris, vous sélectionnez la partie que vous souhaitez finalement extraire. Derrière, il s'occupe d'aller extraire l'information avec un temps régulier, et derrière, il donne la possibilité de réutiliser les informations sur un autre format ou via une API. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tous, mais si vous débutez dans Scrapping, je vous conseille vraiment import.io. Il est vraiment complet et vous pouvez même créer des fenêtres ou une application directement grâce à eux pour vous distribuer les infos que vous avez scrappées et agrégées grâce à leur IAG. La deuxième partie, c'est les frameworks de scrapping. Les frameworks de scrapping de type Scrappy qui vont vous donner toutes les possibilités pour gérer les requêtes, monitorer les requêtes. Ce que j'aime beaucoup avec Scrappy, c'est de pouvoir l'étendre en codant vous-même des extensions, c'est super bien fait. Casper.js, qui à la base c'est un framework de test qui pour le coup fait aussi du scrapping si on tweak un peu, ça marche très bien. J'ai eu quelques problèmes, mais ça j'en parlera peut-être dans un petit peu. La partie basse, c'est les libres. Selenium with Python, c'est un binding avec Selenium, pour ceux qui connaissent, qui va lancer un navigateur, exécuter des interactions directement. JSoup, c'est une ligne Java. Et pour Vincent, Wombat, Ruby. Voilà, donc si tu veux essayer, j'ai pas de retour d'expérience dessus. Ceci est un exemple, c'est-à-dire que c'est une expérience vécue. On devait scraper un site institutionnel de l'ONU. Et pour ça, il est bloqué par les IP. Puisque du coup, si on scrapait toutes les 10 minutes, au bout de détecté par IP, il disait je vois que tu scrapes toutes les 10 minutes de manière régulière tout le temps, donc je te bloque. Donc on utilisait Tor, et pour mettre en place Tor, il a fallu utiliser Squid et Polypo pour des raisons techniques, de proxy et autres. Pareil, je pourrais en parler plus en détail, ça plus tard. Du côté scrapper, on a utilisé LXML et Python, et ça c'était pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que LXML c'est juste une ligne de parsing XML. Il ne gérait pas les erreurs HTTP directement, mais de le faire à la main. Si jamais le HTML est mal formaté, ça crachait. Je vais y revenir plus tard, mais c'était pas forcément évident. On récupérait le HTML, mais aussi les PDF XLS doc qui étaient directement dans les pages HTML, on les stockait. Et derrière, on utilisait un ETL, un Pentao, j'ai pas de problème, autre chose si vous voulez, mais l'idée c'était de dire derrière, on récupérait toutes les données, on les agrégeait, et c'est ça qu'on vendait en fait à nos clients. Le truc rigolo, c'est que le site en question de l'ONU, il était tellement lent que les gens venaient nous voir en disant finalement, c'est pas l'agrégation de données qui m'intéresse, c'est juste que vous répondez-vous en moins de 2 secondes alors qu'ils répondent en 15 secondes. Ça, c'est bon. Derrière, vous mettez le techno que je vous ai présenté pour changer Scrapper, vous prenez du Ruby, pas de problème, ça marche très bien. Les problèmes que j'ai rencontrés, et je dois aller vite, donc du coup, l'indicateur max mauvaise pour structuration de HTML. Ce que je voulais dire par là, c'est que typiquement Chrome va corriger les balises manquantes en HTML. Si vous faites clic droit vue source, finalement il va vous montrer un truc très bien structuré, et finalement en le parsant directement avec une lib, il va cracher en disant vraiment il manque une balise. Les outils que je vous ai présentés pour la plupart qui ne sont pas des libs corrigent ça. Donc c'est plus un vrai problème, mais faites gaffe. Les serveurs de sites qui bloquent les user agents non standards, comme Scrappy par défaut va mettre Scrappy comme user agent, donc CSP.com par exemple bloque par user agent. Donc si vous changez d'user agent, enfin vous risquez. Les serveurs du site bloquent par IP,
je vous conseille un service qui s'appelle Hide My Ass, ça marche très très bien. Faire ça. Toutes les informations ne sont pas récupérées, c'est une problématique de temps de réfléchissement et autres. Donc moi je proposais dans un Redshirt, j'ai une petite ruse de castor par activité carré, je vais faire une requête aide et vérifier le last modify, ça marche. J'ai pas pensé à ça. Et éviter les doublons, je l'ai fait par des hashes, des techniques, ça c'est juste un exemple. Changement de structure Apache, pas de choix, c'est à la mano, souvent. Sauf si demain une techno pourrait le gérer, mais je vois pas trop comment on fait. Les ID et classes sont changeantes. Utilisez l'XPath sur les hashtags, enfin directement, excuse-moi. Les tags sur les tags, ça marche très bien. Et la reprise d'erreurs sur le scrapper, donc le scrapping, CasperJS le fait aussi. Sinon, gestion à la main. Pour finir, une petite conclusion, écoutez, je vous invite à essayer par vous-même. Utilisez les outils que vous voulez, il y a des outils pour tous les niveaux, donc du débutant au confirmé. Faites des tests, juste un truc, faites-le en étant responsable et en connaissant les conséquences. Merci. J'ai une petite question sur les proxys. Est-ce que tu connais des systèmes robustes type Cloudera mais open source? Non. Non. Par contre, si t'en as un, je suis pas. Non, en fait, pour continuer sur la question, j'ai pas eu cette problématique de perte de besoin vraiment en stress. Non, je me suis pas vraiment posé cette question. Du coup, tu as dit que tu avais eu des problèmes avec Kafka, ça m'intéresse. Ouais, je sais. On va être vu. Moi, franchement, Kafka, j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Non, mais je vais le dire, j'aime beaucoup, mais le debug, franchement, c'est marrant. Je galérais à débugger mes trucs. Et alors que par exemple, Scrappy propose une console interactive, donc du coup, tu peux le gérer, voir en live, qu'est-ce que je récupère. Là, c'est des prises. Casper, j'en ai marre. Il y a un VPN fantôme. Ouais, c'est après, je suis pas le champion. Donc, si t'as des techniques, je suis prêt. Juste, j'ai voulu, sur le dernier projet, c'est le projet que j'ai fait. Et au début, j'étais là, ouais, super, et puis là, ça m'a ralenti mes forces. Du coup, j'ai dit, bon, je suis pas à l'aise avec l'outil. Non, mais pas vraiment, c'était juste que le contenu était bugué. J'étais là. D'accord. Alors, je joue aussi un peu sur des projets de scrapping avec Tor notamment. En fait, c'est assez connu. Moi, j'avais rencontré deux problèmes. Je voulais savoir si tu avais rencontré ça, si tu avais des solutions. Premièrement, en fait, c'est quand même un réseau qui est énormément utilisé par beaucoup de monde et très régulièrement, tu tombes sur des nœuds de sortie qui sont déjà bloqués chez donc c'était pas évident de mettre en place une mécanique où en fait il faut essayer X circuit Tor avant d'en trouver un qui du coup va passer. Ça c'est un premier problème. Et deuxième problème qui est lié du coup, c'est que Tor publie la liste de toutes les IP sortantes, ce qui fait que justement les personnes d'ailleurs qui ne veulent pas être scrappées ou même sur Tor ou même attaquées, voilà exactement. Je pensais ça. Donc voilà, comment est-ce que tu faisais pour pallier à ces problèmes-là? Alors, première réponse à ta question. Moi, j'avais 3 Tor en front et je les faisais régénérer leur parcours de sortie toutes les demi-heures à raison de 1, donc une demi-heure premier renouvelle, deuxième, un décalage d'une demi-heure et puis donc grosso modo, j'ai pas eu ce problème-là. Parce que du coup, j'ai eu la chance, grosso modo, et les sites que je trappais ne mettaient pas en place de contre-mesures spécifiques. Donc, à part l'IP, ils n'allaient pas voir toutes les inspectors et faire acheter bloc. Et finalement, le truc le plus simple que j'ai trouvé, c'est Add My Ass. Vraiment, ça m'a. J'ai fait, ok, Tor, c'est sympa si on met les mains dedans, mais Add My Ass, c'est vraiment plus simple. Moi j'ai une petite question plutôt sur le format des données. Enfin, dès qu'on commence à avoir récupéré des données droite et gauche, grosso modo c'est un peu crade, il faut reformater, enfin c'est bien formaté. T'as des techniques là-dessus ou des activités, parce que c'est quand même vachement épais dans de la vraie donnée qualitative quand tu as fait du scrapping. Alors, grosso modo, j'ai pas de réponse universelle, parce que vraiment, comme tu dis, ça dépend de la tête de la donnée initiale. Juste pour un petit exemple, sur le site institutionnel en question, donc il mettait des balises, le HTML était mal formaté, il mettait des ID
qui était réutilisé partout. Du coup, les l'IT, autant dire que tu t'en sers pas. Et finalement, on a dû faire des scripts custom à chaque fois pour restructurer la donnée en disant on sait que c'est le nom, extrait là, on est là. Donc le TL a été pratique pour ça. On a fait plusieurs étapes de nettoyage de la donnée, on l'a restructuré, on la remettait dans une base à côté. Ensuite, on faisait l'agrégation avec un autre flux de données, etc. Pas de réponse pour toi. Ouais, c'est de la main. C'est vrai. Dans le même ordre d'idée, quand tu parles des pages en HTML, elles peuvent changer assez régulièrement dès que le site est mis à jour. Ouais. Est-ce que tu avais du monitoring pour savoir est-ce que quelque chose avait changé et à quelle fréquence c'était nécessaire de refaire le script de parsing à cause de ça? Alors, le site en question dont je vous parlais, ça allait. Où est-ce que j'ai eu mon problème? Si, j'ai eu un site qui était un site universitaire qui a fait une mise à jour de la structure. Et je crois qu'ils ont rebaqué le site 4 ou 5 fois parce que je sais pas, il y avait le stagiaire qui a fait le truc, qui s'est chié. Du coup bon, tu changes ton script. Tu fais le test, ça marche. 5 minutes plus tard, erreur. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes sur le site, ça a changé. Tu recommences, 2 minutes plus tard, erreur. Et franchement, en une après-midi, j'ai dû refaire mon script une dizaine de fois. Comme je te dis, c'est la main. J'ai pas donné encore sur la recette miracle. Tu vas me faire, ouais, je m'en fiche en fait de la structure, vas-y, on peut pour le bac autant que tu veux, ça passe. Donc c'est encore beaucoup là. Non mais du coup, pour finir, par rapport à ce que tu disais, sur des sites qui sont comme, je sais pas, par exemple, Cdiscount, l'exemple que tu donnais, il y a énormément de pages, t'as pas envie de faire des centaines de requêtes à la seconde parce que, voilà, c'est pas poli. Du coup, est-ce que tu avais en place un système qui te permettait de prioriser les pages à scraper? Parce que par exemple, si tu veux avoir une mise à jour des prix, disons, je sais pas combien, il y a au moins 1 million de produits, j'imagine. Donc 1 million de pages à scraper. Si tu veux scraper plus de 2 pages par seconde, bah, du coup, scraper ça prend des jours. Et si tu veux avoir un truc mis à jour tous les jours, comment est-ce que tu faisais pour ce problème-là? Et là, je vous ai pas. J'ai pas eu cette problématique. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu cette problématique parce que j'avais pas autant de pages et j'avais pas eu une problématique de données à rafraîchir très rapidement. Grosso modo, les données étaient toutes les semaines. Donc c'était une date de mise à jour toutes les semaines. Ce qui me prenait du temps, c'était en fait la notification des sources. Parce que du coup, je prenais des XCS sur un site que je devais agréger sur des données d'un tableau HTML de notre site. Du coup, il fallait retrouver finalement, il fallait recréer un ID sur des keys internes pour dire ok, ça c'est bien, ça on parle. Mais effectivement, la parallélisation et finalement le monitoring, en tant que moi j'appelle ça sur le monitoring en disant ok, genre telle requête, j'attends tac celle-là, si jamais j'ai trop de requêtes sur celle-là, je vais monitorer ça. Je lis sur Scrappy. En fait, j'aimerais améliorer, trouver un truc dans Scrappy parce qu'il est vraiment très extensif, faire quelque chose dans le genre, très honnêtement. Parce qu'il propose des trucs de monitoring. Après, est-ce que c'est moi qui. On va essayer, mais je vois ce que tu veux dire et pour l'instant, je n'ai pas de solution à proposer. Après, il y a des petites requêtes L, comme il disait. Je fais pas par lui, moi je fais comme ça. Si une last modified, elle n'avait pas bougé. Mais des fois, il ne bouge pas, il y a des contenus qui bougent pas. Et je me suis souvent fait avoir. Je sais que c'est pas super efficace, donc du coup, c'est. Encore faut-il que du coup, le serveur web est seté, c'est pas Moi, mais c'est mon Vincent, si tu peux, il y a une petite astuce là-dessus, sur des sites très gros comme ça, qui adorent être vachement bien référencés par Google, surtout quand ils veulent mettre à jour des prix, c'est d'aller voir le sitemap. En fait, ils indiquent sur le site de jeu. Donc tu peux prioriser par les ouais. Après, je m'interrogeais sur si tu veux essayer d'éviter d'avoir à recoder tes choses à chaque fois. Si tu arrives à trouver une page qui a un contenu fixe, niveau contenu, pas la mise en forme, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'arriver à se dire ça c'est mon titre de toute façon, et après déduire tout le chemin qu'il faut pour choper ton titre et d'être un peu plus stable sur les modifications que ça fait. Du coup, dans bien des cas sur les sites, franchement, les structures de sites, à part les autres que je te donnais, ils ne changeaient pas tant que ça. Tu vois, grosso modo, je suis repassé récemment en préparant sur les techniques anti-scrapping pour voir ce qui se faisait en ce moment.
Et grosso modo, il n'y a pas grand chose qui a changé. Quoi. Les mecs ils disent toujours changez vos CSS. Souvent, les classes comme ça, vous allez les avoir. Finalement, je suis sur les tags HTML, je m'en fiche. Et du coup, effectivement, le must il permet de changer la structure de votre page. Ajouter des divs, ça sert à rien, c'est pas grave. Si tu veux, quoi, mais si tes ID et tes classes ne bougent pas, marche pas sur les ID des classes. Quoi, ça, alors vraiment, à part cet exemple qui était painful, j'ai pas eu trop. Après, un truc qui a tendance à rester sur le page produit, il n'y a pas le site que je l'ai fait, c'est les balises en Rich Media Product. En général, celle-là, sur la page, c'est la mise à jour ou pas. Ces balises-là, le site les a, il a tendance à les garder, ça va dans le référencement, et c'est cool parce que cette structure-là, elle est en général assez C'est la même. Ouais. Et donc, du coup, quand on a ça, c'est cadeau, pour le coup. Ça, c'est bien. Vraiment, tous les trucs de SEO, typiquement, on est en train de faire un scrapper qui récupère tous les balises title, head, keywords, tout ça, tous les trucs de SEO, souvent pour taguer les sites, et voilà, ça ne bouge pas. Juste un point de collègue, c'est que nous, on a des keywords, il y en a qui ne pas avoir des virgules. Et du coup, on a un keyword qui fait tous les keywords, c'est ce genre de choses, c'est pas évident de le gérer. Mais tous les trucs SEO, comme tu dis, le sitemap et tout ça, je pense que c'est super technique pour. Parce que c'est là où ils poussent leur nouveauté, c'est là où machin, c'est ce qu'on veut aussi. Donc, sitemap, Question ? Non ? Ah, merci.